D'abord, un petit merci, un gros merci à la ville d'Auch, à monsieur le maire qui nous a gracieusement accordé cette belle salle des Mousons et qui nous permet ce soir de nous réunir ici pour aborder ce sujet très important des gaz de schiste. Le Cercle des citoyens 32, qui est présenté là-bas, derrière, avait souhaité depuis pas mal de temps organiser ce débat, et bien avant la déclaration du président Hollande. De toute façon, il nous paraît bien que les gaz de schiste sont toujours d'actualité, puisque ce sont quelques permis qui ont été stoppés, mais bon, une réflexion se poursuit, et il est très intéressant de voir aujourd'hui quels sont les points de vue des professionnels, quels sont les points de vue des scientifiques, quels sont les points de vue des associatifs sur ce problème qui nous concernera tous, qui nous concerne tous. Il est important aussi, sur un sujet aussi sérieux, d'informer la population. Et c'est le sens des réunions du Cercle des citoyens. Où peut-on mieux s'informer que dans un débat qui réunit des personnes aussi compétentes que celles qui sont à Auch ce soir. Je ne les présente pas, elles vont se présenter elles-mêmes dans quelques secondes. L'industrie, jusqu'à présent, n'a pris de l'essor qu'à partir de l'instant où il y a eu des incidents. Et ces incidents ont permis aux chercheurs de faire en sorte que ces incidents ne puissent se renouveler. Adressé à Mme la ministre de l'Environnement, mentionnait que selon les dires du BRGM, 2 cas mineurs de pollution de nappe phréatique seulement ont été enregistrés sur près de 6000 puits. Bon, c'est un taux de risque extrêmement faible, c'est un taux de risque qui est de 0,033% si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Bon, j'ai fait une petite comparaison. Alors, un taux de risque de 0,033% dans l'aviation civile, où il y a dans le monde 80 000 vols, si on accepte ce taux de risque, ça veut dire que nous aurions exactement 26 crashs par jour. Il y en a un tous les 3 jours, réellement. 78 fois plus, donc. Pour ce qui est de l'eau potable, un être humain va consommer environ 1,5 litre d'eau par jour. Par verre de 200 ml, ça fait 3000 verres en 400 jours. Ça veut dire que tous les 13 mois, avec ce niveau de risque, il peut attraper une légionellose, une amybiase, une salmonellose, il peut éventuellement consommer de l'atrazine ou n'importe quel autre polluant. Ça, c'est le niveau de risque de 0,033%. Si une compagnie des eaux fournissait de l'eau de cette qualité à ses clients, je pense que tous ces dirigeants seraient déjà en prison. Sur Auch, ça ferait 23 000 cas par an et 9,3 millions de cas annuels sur l'agglomération parisienne. Il a été prouvé qu'il y a eu des problèmes aux États-Unis, je ne le nie pas, je l'ai dit tout à l'heure. Mais le film Gazland est une imposture, parce que ce qui brûle dans le robinet, vous avez vu ce film, c'est du gaz biogénique. Si vous allez dans les marais, je ne connais pas la région ici, si vous allez dans les marais de Brière, vous prenez un bateau, vous allez touiller un peu la vase dans 50 cm d'eau, vous allumez. Hein, c'est du gaz biogénique, qui est du gaz de décomposition récent. Hein, c'est le gaz des marais, le gaz des cimetières, le gaz des elfes, les trolls ou les corridors bretons. Hein, c'est pas autre chose. Je ne vais pas rentrer sur le cas du film, mais il y a quand même une étude qui a été publiée. Alors, les auteurs, c'est Osborne et Tal. C'est une revue qui est très sérieuse. C'est la revue de l'Académie des sciences des États-Unis, où il est montré que du gaz dans des eaux de pluie de Pennsylvanie, c'est absolument pas du gaz biogénique, c'est du gaz thermogénique qui a été formé à très forte profondeur. Et ça, il y a des données irréfutables dessus. Alors, il y a cet article osbornéal de PNAS, il y a les articles de l'USGS. L'USGS, c'est l'équivalent du BRGM américain. Et les critères, en fait, sont des critères de géochimie utopique. La signature utopique du carbone me permet d'affirmer cela. On a parlé du film Gazland. Oui, mais je ne dis pas qu'il le film est Gazland, raté sur certains films. le film Gazland illustre, c'est le film militant, il a son etc. Moi, je suis scientifique, je ne peux pas me baser sur le film Gazland, mais je me base sur ce qui a été publié. Comme ça. Donc même si vous travaillez très bien, ce dont je ne doute pas,
vous n'avez pas envie de travailler mal, ça je le comprends. Sauf que même si vous avez un risque de 1 pour 1000, eh bien, il y aura des incidents. C'est obligatoire. Un seul mot, et j'arrête. Gazland, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont accumulées. C'est vrai aussi que dans un pays aussi, disons, où l'attaque en justice est aussi importante, il n'y a pas eu aucune plainte sur le film. Ce qui veut dire que ce qui a été dit était exact. Autrement, il aurait été attaqué. Le mot fracturation est là aussi malheureux. Parce que vous savez, vous êtes bien placé pour savoir que les formations dont on parle comportent des fissures préexistantes. C'est déjà pas mal chahuté, ces formations. Et si ce n'est pas le cas, je voudrais bien que quelqu'un me le dise. Et en fait, ce qu'on apporte en faisant de la fracturation, qu'on a appelé de la fissuration complémentaire, je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le débat part sur des idées fausses. Je vous dis que les forages des grandes chaleurs, écoutez, regardez les profondeurs des zones à explorer en France par rapport à ce qui se fait dans le monde entier. On fait des puits jusqu'à 8000 mètres, 20 000 mètres. Et là, on parle de 2500, 3000 mètres de profondeur. Ne parlez pas de chaleur extrême, ni de pression formidable. Quant au fuite de gaz, il ne faut quand même pas exagérer. Moi, je voudrais bien que vous me montriez, un jour que vous en trouvez, un chantier qui produit du gaz en France. Il y a 40 pays qui produisent du gaz en France. Et c'est du méthane. On parle de gaz non conventionnel, c'est de la bêtise. Le gaz de schiste ou le gaz de roche-source, il paraît qu'il ne faut plus dire roche-mer, roche-source, c'est du méthane. Point final. L'énergie, je n'entends rien jusque-là. Donc, il y a ce fond essentiellement verticalement. Pour des problèmes, là aussi, c'est plus facile de casser verticalement que horizontalement, puisque la pression s'exerce. À partir du moment où on augmente fortement la perméabilité, moi, ce qui m'inquiète en termes de risque, c'est effectivement que les contaminants, je vais ajouter pour l'instant le terme potentiel, que ce soit les produits injectés, malgré tout, il y a du benzène, des choses comme ça, que deviennent-ils? Il y a aussi les produits qui sont, entre guillemets, inoffensifs au moment où on les injecte et qui réagissent en fond et qui peuvent devenir agressifs une fois en fond. Il y a un exemple qui est paru avec un troupeau de bovins qui malheureusement a bu une eau issue d'un bassin en surface et qui a été extrêmement affectée, c'est le moins qu'on puisse dire, par justement une molécule la nitroquinoléine, qui s'est combinée avec de l'azote en fond dans une réaction catalysée par la pression et la température, et quand ce fluide est remonté en surface, il est devenu mortel avec une explosion de muqueuse buccale. Évoqué, on n'y reviendra pas, mais j'ai été très surprise que personne ne parle de l'impact possible de ces puits et de tout l'accès qui va être créé pour ces puits sur la faune et la flore sauvage. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été dit. C'est en effet un des éléments, la destruction sur place au niveau des puits. Bon, ça, au niveau en fait d'un pad, c'est-à-dire un point de forage, on peut considérer qu'il y a perte quasiment totale, sinon totale, de la biodiversité sur une surface de 2 à 4 hectares. Mais ce n'est pas le problème majeur. Les routes elles-mêmes, l'emprise des routes est un problème effectivement, mais là non plus ce n'est pas le problème majeur. Le problème majeur que moi j'y vois, c'est avec ce mitage de puits et de routes d'accès qui va se surimposer en fait au réseau routier existant et à l'urbanisation existante, on va finir de mettre en pièces ce qu'on appelle les trames vertes bleues et les corridors écologiques, c'est-à-dire tout ce qui permet la circulation de la faune, de la flore, la libre circulation des eaux, le ruissellement notamment, tout ce qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, on essaye péniblement de remettre dans un état acceptable en Europe et particulièrement en France, et où on commençait à avoir des résultats relativement encourageants, par exemple de notre région. Là, tous les efforts qui ont été mis là-dedans peuvent être considérés comme bons à mettre à la poubelle, et on peut considérer que l'argent et l'énergie... Donc un rapport concernant la radioactivité des boues extraites sur le gisement de Marcellus. Donc il faut savoir qu'il y a 2000 m3 par semaine qui sont extraites à l'échelle du gisement. Donc, je vous livre encore une fois le chiffre. Ce
rapport indique que ces boues sont fortement radioactives et pourraient mettre en danger les ouvriers travaillant sur les plateformes. Le gisement de Marcellus est peut-être un cas particulier à forte radioactivité. Ensuite, il faudrait faire éventuellement sur la transition. Moi, je n'ai pas entendu parler de la place des agriculteurs là-dedans. Donc, pour les agriculteurs, nous sommes accusés de pollueurs, c'est vrai. J'en ai ma responsabilité, on lutte contre. Monsieur, vous nous dites que vos produits ne seront pas trop pollueurs. L'autre monsieur nous dit qu'un quart de l'eau, on peut la récupérer, l'autre quart pas trop, il y en a 2 quarts, on ne peut pas la récupérer. On met en cause l'irrigation, et je ne vais pas faire la défense des pro-irrigants là-dessus, parce que je ne suis pas irrigant moi-même, mais vous allez utiliser de l'eau, et je voudrais savoir sur donc, ces 1000 litres, sur 1000 litres, combien exactement on pourra en ressortir. Donc apparemment pas grand-chose, on en sortira 250 litres, donc on va compter 750 litres d'eau perdue, alors que nous sommes en pénurie d'eau, même pas pour irriguer les céréales, mais pour faire voir nos bestiaux. Il y a des éleveurs dans la salle, et je pense, et nous avons ces problèmes-là. Nous, on a fait d'énormes efforts contre les pesticides, et nous en faisons encore. Vous allez arriver avec des produits, vous nous dites que non, mais moi je prendrais simplement, je ne sais pas qui c'est qui a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire confiance aux scientifiques, et je ne leur fais pas confiance. Il y avait une publicité pour un certain désherbant à un moment donné, où on voyait le chien qui allait enterrer son os, et on nous expliquait que ce désherbant n'était pas nocif, et maintenant ce désherbant est placé nocif. Pour ne pas le citer, c'est le Roundup de chez Monsanto qui nous balance du maïs OGM. On nous a dit pendant des années, allez-y, mangez du maïs OGM, c'est très bon pour la santé. Maintenant, on nous explique que c'est très dangereux. Donc, il y en a marre de jouer les apprentis sorciers. Il faudrait que vous soyez un petit peu raisonnable et qu'on arrête un peu cette course, cette fuite en avant, toujours chercher, parce que ce n'est pas pour le bien-être des gens, c'est pour faire du profit que vous faites ça, sur le dos des gens. Les terres qui seront polluées seront retirées de l'agriculture, sachant qu'il y a de moins en moins de terres agricoles en France, car elles sont bouffées par la construction de routes, de maisons et compagnie. Voilà, donc je pense qu'il va falloir qu'on mette l'agriculture aussi au centre de ce débat. Et je vais finir par ceci, le pire des prédateurs pour l'homme, c'est l'homme. Et je pense que les multinationales en font partie.